Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci de nous suivre en direct et en simultané à travers les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Merci également à vous qui nous suivez en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi ce matin, les juges au siège, Bernard Bougouma, Geoffroy Vara. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vara, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Le 22 avril 2021 à Bobo Dioulasso, le ministère en charge de l'enseignement supérieur procédait au lancement officiel de la plateforme de digitalisation des restaurants universitaires. Cette plateforme qui est aujourd'hui présentée comme une innovation dans la gestion des restaurants universitaires au Burkina Faso cache en réalité une face hideuse et est au cœur d'un litige entre le Centre national des œuvres universitaires et la société Cactus Technologies. En tout cas, c'est ce que nous dit notre convoqué du jour. Il est à la barre ce matin pour donner sa part de vérité sur cette affaire. Ludovic Traoré, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ok, je rappelle que vous êtes ingénieur d'État en électrochimie, option automate programmable, administrateur de Cactus Technologies. Une fois de plus, merci d'avoir honoré notre invitation. Nous aurons le temps de parler de cette affaire-là. Mais avant, nous allons donner la parole aux juges pour leurs avant-propos et c'est juste après cette virgule. Juge Bougouma, vous avez la parole. Merci. Mon avant-propos va concerner les manifestations des élèves pour dénoncer et exiger l'annulation pure et simple de ce qui a été donné de voir comme réforme liée à l'organisation du baccalauréat et du BPC. Déjà à Kongoussi, on a enregistré un mort compte tenu de ce qui s'est passé. J'en avais fait un avant-propos. Et à Ouagadougou, c'était également violent le week-end et hier également. Et donc, on a vu également les images de l'ambulance qui venait de Kouroui qui transportait un patient, donc qui avait été aussi essuyé des jets de pierre. La vitre s'est brisée et n'eût été d'ailleurs une protection interne, il y avait de fortes chances que des projectiles atterrissent sur le patient qui était effectivement à l'intérieur. Et donc quand les images ont circulé, c'était partagé entre indignation et choc. Et il y a des commentaires également qui laissent perplexe. Et des gens qui d'abord disent qu'il n'y avait pas de patient, c'est pas sûr qu'il y ait un patient dans l'ambulance, ça c'est un. Même s'il n'y a pas de patient dans l'ambulance, à l'aller, au retour, il peut y avoir un patient. Parce que l'ambulance ne circule pas forcément, ou tout simplement quand il y a un patient. Il ne circule pas aller chercher les patients et puis ramener. Donc, ou bien il peut avoir quitté, l'ambulance peut avoir quitté un lieu de maintenance. Donc il y a tout, mais quoi qu'il en soit, c'est un véhicule d'urgence. Deuxième commentaire, quelqu'un dit que peut-être l'ambulance a tenté un passage en force. Sinon, vraiment, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle un passage en force. Une ambulance qui transporte un patient, vous dites que c'est comme on appelle ça, tout le monde sait que quand l'ambulance lance les gyrophares et puis lance la sirène, bon, le feu de détresse, vous cédez le passage, c'est automatique. C'est automatique. Et donc, même quand il y a des manifestations, je pense que quand même, maintenant dire que l'ambulance aurait tenté un passage en force, ces gens de personnes, moi je les comprends. Parce que peut-être ils n'ont jamais été dans une ambulance, transportés eux-mêmes, pas que eux-mêmes soient transportés. Ou avec quelqu'un qui est en détresse et qui a besoin de soins et vous voulez vous faire un passage. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Donc quand je vois ces commentaires, je suis désolé, mais je suis indigné, je suis choqué. Parce que c'est à ne rien comprendre. Mais en même temps, je pose la question de l'avenir de nos enfants, comment on les forme et comment on les forge. Après avoir vidé l'autorité du maître, on a vidé également l'essence de la formation liée même à la qualité de vie humaine et ça pose véritablement problème. Et j'ai ajouté à cela les différents stupéfiants. Vous voyez les saisies de drogue, mais vous pensez que qui les consomme? Les alcools frélatés, les canettes de bière qui se vendent très moins cher mais à un taux d'alcool très élevé que beaucoup dénoncent. Mais il faut trouver l'explication dans tout ça. Il ne faut pas aller loin pour les chercher. Donc, nous avons eu la chance, bon, chance ou malchance, c'est selon, de faire partie d'une génération où il ne vous viendra même pas l'idée de prendre une goutte d'alcool. Parce que vous êtes élève. Vous-même, ça ne vous traverse même pas la tête. Parce que des gens ont su trouver la méthode pour vous dire ça. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, on a un monde ouvert. Et il n'y a pas de contrôle.
C'est un laisser-aller. Alors que les grandes nations, au niveau de dispositif de l'éducation, ils ne blaguent pas. Il y a de la discipline, il y a un contenu fort et une substance, et l'enfant est sécrété comme ça. Et donc, moi, les responsabilités sont partagées. Entre indignation, choc et tout, mais il va falloir également qu'une autorité s'assume aussi, que des parents s'assument. Si on laisse le commentaire, on regarde, que ce sont les enfants encore, alors que ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants. On n'aura pas trouvé une solution à cette situation qui est à déplorer d'ailleurs. D'accord. Merci, juge Bougma. Nous allons à présent écouter l'avant-propos du juge Var. Un très bon avant-propos des juges Bougma qui mérite même, comment dire cela, que le sujet soit enrôlé. Mais malheureusement, nous, au niveau de la rédaction, on avait tenté d'avoir notamment les figures de proue de c'est l'AESO qui organise ces mouvements, en tout cas qui avait lancé ces mouvements, et avec les premières heures qu'on a vues à la place de la Nation. Mais bon, on n'a pas pu avoir d'interview à la fin pour même faire un bilan, même pour savoir quelle sera la suite des choses et tout. Et puis on a vu ce qui s'est passé hier. Donc c'est vrai que la question cristallise les attentions et fait l'objet de beaucoup de commentaires. Et même quand on voit les éditorialistes qu'on a dans les différents médias, quelquefois ça se rend dedans même dans les argumentaires et ça s'attaque presque. Certains qui ne veulent pas qu'on emploie le mot manipulation, d'autres qui trouvent qu'on infantilise un peu trop ses élèves. Mais à la réalité, il faut tous convenir que les images qu'on voit ne sont pas belles. Et certains comportements, je pense que quand vous le regardez et puis vous tentez de le justifier, lorsqu'on attrapera l'un de vos enfants, vous allez lui tirer les oreilles pour lui demander qu'est-ce qu'il foutait là-bas. Donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, on devrait se dire que comment trouver la solution pour sortir par le haut. Moi je pense que c'est ça le plus important. Moi j'avais un avant-propos, c'est celui du gouverneur de la région de l'Est là, qui hier a annoncé l'attaque des populations de Kodiel, village de Antukura, département de Futuri, dans la province de la Komandjari, et par des hommes armés non identifiés, Annie comme on aime à dire. Et dans cette attaque là, le bilan quand même il est assez lourd, parce qu'il y a 2 volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, qui sont tombés, et puis plus d'une dizaine de civils qui ont été tués, et puis bon, il y a de nombreux blessés qui ont été enregistrés. Et je m'arrête sur ce communiqué qui a été partagé, et puis déjà traduire toutes mes condoléances aux familles qui sont éplorées, aux parents de victimes et tout, parce que c'est une réalité qui est difficile. Souvent on a des chiffres, je dis toujours, derrière c'est des vies, c'est des visages, c'est des parents de famille, c'est des mères, c'est des parents et tout. Mais en même temps, vous voyez, je mets ça en parallèle avec une vidéo qu'on a tous vue ces derniers temps circuler dans les réseaux sociaux. Je dirais aussi des personnes non identifiées, mais qui ressemblent apparemment à je dirais des terroristes, mais qui ont décidé d'employer une autre méthode. On les voit circuler en groupe et puis venir discuter avec les populations et les rassurer de ce que sont leurs motivations profondes, à savoir ne pas les heurter, ne pas leur créer de problèmes, mais d'établir un genre de fonctionnement qui, au regard, s'apparente un peu à ce qu'on appelle la charia. Il ne faudrait pas qu'on dise les choses autrement, appliquée dans certains lieux pris par des terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. Une communication qui paraît passer comme ça par des pacifistes, par des personnes qui n'ont pas envie de faire quelques dégâts que ce soit et tout. Mais quand vous regardez, c'est les mêmes là. C'est-à-dire le communiqué du gouverneur que je viens de citer. Ça veut dire que c'est ceux qui font la guerre ici qui de l'autre côté aussi communiquent autrement. Il y a une vigilance peut-être à avoir. Et puis après aussi, il y a aussi la réalité qu'on a froid dans le dos quand on regarde ce type de vidéo. D'abord, ce qui interpelle, c'est la façon dont ces personnes aisément circulent, sans être inquiétés, sans donner l'impression même qu'ils peuvent être inquiétés. Maintenant, en tout cas, de ce qu'on a comme élément à écouter, en tout cas dans la vidéo, ça se passe bien au Burkina. Moi, je me rappelle, lors d'un point de presse gouvernemental, on disait en son temps au porte-parole Rémi Dandjinou qu'il y a des parties du Burkina Faso où il y a des drapeaux qui ont été implantés. Il a dit non. Il y a des parties du Burkina Faso où nos forces ne peuvent pas aller.
il y a une réalité qui commence vraiment aussi à faire peur. Il y a une avancée, il y a une communication qui est en train d'être faite aussi sur le terrain, face à laquelle nous on doit contre-attaquer. Mais c'est notre réalité aujourd'hui. Mais j'ai dit, ça fait vraiment froid dans le dos, et j'espère que la réponse, en tout cas en termes de stratégie, va être à la hauteur de ce qu'on est en train de voir, et que petit à petit on n'ait pas cette présentation d'un terrorisme qui semble être celui non agressif et tout, comme on avait vu dans les vidéos. À la vérité, c'est qu'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est dans le même Burkina. Ils ont tué des civils, ils ont tué des VDP. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on regarde, ça fait toujours mal en tout cas. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Pour ceux qui nous prennent en marche, notre convoqué du jour est Ludovic Traoré. Il est ingénieur d'État en électrochimie, option automate programmable, administrateur de Cactus Technologies. Alors, notre convoqué n'est pas tendre avec les autorités universitaires, il n'est pas tendre avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Alors, vous êtes également à couteau tiré avec le Centre national des œuvres universitaires. La raison, vous estimez que la plateforme qui a été lancée le 22 avril dernier à Bobo-Dioulasso, alors les termes sont assez durs, vous parlez de plagiat. Alors, avant peut-être de rentrer dans le fond du problème, à quand remonte votre collaboration avec le Centre national des œuvres universitaires dans ce dossier-là? Merci. Je peux dire que la collaboration avec le Centre national des œuvres universitaires concernant justement l'informatisation des restaurants universitaires remonte depuis 2012. Où justement nous avons été contactés pour une étude de faisabilité en vue de la mise en place d'une solution qui va se reposer sur une plateforme monétique qui permettra justement au Centre national des œuvres universitaires de gérer le volet restauration. Donc cette étude a été très bien menée. Nous avons même remis les rapports, les conclusions. Et ces conclusions nous ont permis justement de lancer une phase test à l'université de Ouara, à l'université de Fadangoulma, en 2014. Et à l'issue de cette phase test, nous avons fait une année académique. La plateforme a été expérimentée, des outils ont été expérimentés, et tout ça sous le regard bienveillant des ingénieurs, des spécialistes du ministère de l'économie et des finances qui, par la suite, ont dû apporter toutes les correctifs possibles, les recommandations, les propositions d'amélioration et tout ce qui vraiment pouvait rendre le service vraiment fluide et transparent, disponible, et au moins que ce que l'État puisse peut-être, ce que l'État met à la disposition du Centre national des œuvres universitaires pour justement la partie restauration puisse être justifié d'une manière très transparente. Alors, sur cette base, nous avons fourni quand même tous les éléments nécessaires et tout ce qui avait été... À dire que ce système vient justement à la suite des constats qui sont faits justement dans les restaurants universitaires, tels que, je dirais, les dettes générées par les prestataires sur des commandes non budgétisées, et l'accès au public non étudiants dans les restaurants universitaires, la falsification des tickets, et j'en passe parce que là, il y a les longues files d'attente devant les restaurants. Tout ça, il fallait arriver à les juguler pour qu'au moins nous puissions aller vers une modernisation de la restauration universitaire. Je pense que c'est à la suite de ce constat que le SENU a trouvé intéressant, bon, et de pouvoir au moins mettre à sa disposition. Mais qui a fait la démarche? Vous êtes allé vers le SENU ou c'est le SENU qui a demandé vos services? C'est le SENU qui a demandé nos services. Nous avons été contactés, je le dis bien, justement pour cette étude de faisabilité. Donc à l'issue de cette étude de faisabilité, c'était très concluant, c'était très promoteur, et il fallait maintenant... ces résultats ont été présentés au conseil d'administration du SENU qui effectivement a validé l'étude. Maintenant, il fallait maintenant demander au ministère de l'économie et des finances leur accompagnement technique justement à mettre en place
accompagnement technique et financier pour mettre en place justement ce système. Il s'agissait maintenant de le généraliser sur l'ensemble des restaurants universitaires. Dans la mesure où la phase test était très concluante. Alors, sur ce point, je pense que le conseil d'administration, le président du conseil d'administration a écrit au ministère de l'économie et des finances pour demander son approbation de pouvoir justement passer en implémentant un marché d'entente directe avec Cactus Technologies. Donc je pense que ce volet a été refusé. On les a demandé justement, non, c'est pas possible d'aller sur cette base. Vaut mieux procéder à un dossier d'appel d'offres où vous pouvez encore recueillir d'autres avis, vous pouvez recueillir encore d'autres propositions pour justement parfaire vraiment ce volet et pour que ça puisse vraiment, que les choses puissent bien. Alors voilà, c'est sur ce point maintenant qu'en 2016, un dossier d'appel d'offres a été lancé en bonne et due forme par le ministère de l'économie et des finances, auquel nous avons pris part en compétition avec 8 autres concurrents. On était tous au nombre de 7. Chacun est venu faire des propositions. Ces propositions ont été analysées par un comité du CNU et du ministère de l'économie et des finances, où il a été délibéré par la suite que nous avons été retenus sur la base de techniquement bon et financièrement moins cher. Alors, on a été notifié depuis 2016 pour justement procéder au déploiement de ce système. À dire que ce marché, en fait, comportait 2 volets. Un premier volet qui consistait justement au déploiement du système et un second volet qui consistait justement au service après-vente. Dans un système comme ça, il faut forcément assurer le service après-vente. Et le service après-vente était la condition sine qua non. Si le postulant n'était pas en mesure d'assurer le service après-vente, automatiquement il était éliminé. Et il y avait des documents qu'il fallait paraffer dans le dossier d'appel d'offres qui prouvent quand même qu'on s'engage sur la base sur la base du service après-vente et on s'estime capable d'assurer. Donc, la première phase a été déployée d'une manière très bien. Et en 2017, a dit que même avant de procéder au déploiement la solution a été encore représentée au ministère de l'enseignement supérieur, en présence du ministre et de tout son staff, et en présence aussi de mes partenaires qui ont bien voulu faire le déplacement de Dakar à Ouaga, pour que nous puissions expliquer d'une manière scientifique, d'une manière, je dirais d'une manière correcte, comment le processus a été fait. Et je pense que nous avons reçu tous les commentaires possibles là-dessus. Des recommandations même nous sommes parvenus du ministre qui nous conseille de procéder par un système de déploiement ville par ville. On ne pouvait pas aller sur l'ensemble des villes en un coup, quitte à se faire piéger par la suite, quoi. Donc il fallait aller d'une manière étape. Et on l'a rencontré en mars 2016 et il nous a demandé, bon, comme mars, on est pratiquement à la porte des vacances, c'était mieux de reporter ça pour la rentrée académique prochaine. Et c'est ce qui a été fait. Au départ, on avait 6 villes sur lesquelles il fallait déployer. Et nous avons commencé en novembre 2017 par la ville de Fada, parce que c'est de là que nous sommes partis avec la FATES, donc c'était une ville que nous maîtrisons un peu mieux. Et ainsi de suite, nous avons pu déployer la solution sur l'ensemble des 6 villes. Parce qu'il n'y avait que ces 6 villes qui étaient disponibles à l'époque. À dire que, en fait, le conseil d'administration avait demandé dans la correspondance qu'ils ont adressée au ministère de l'économie et des finances une généralisation du système. Une généralisation sur l'ensemble des restaurants du système. Mais à l'époque, effectivement, il n'y avait que 6 villes. Mais par la suite, il y a 2 autres villes qui ont été créées et ces villes ont été intégrées. Les premières villes, c'était Ouagadougou, Koudougou, Bobo, Fada, Ouayouya et Dédougou. Par la suite, quand Kaya et Gawa ont été créés comme ville universitaire, nous avons aussi déployé le système à leur niveau sans incidence financière. Bon, je pense que jusque-là, tout se passe bien. Alors, tout se passe bien. Le projet, il est concluant. Le projet est très concluant. Le bilan est là, on peut le voir.
les statistiques montrent, parce que c'est un volet aussi statistique, qui a permis même au Sénat dans un premier temps de faire le bilan de 2017-2018. Et de ce bilan, il est ressorti une économie en nombre de plats de plus de 1 million 600 000 plats d'économiser, alors qu'en ce moment, le système même n'était pas encore déployé sur l'ensemble des zones, parce qu'il fallait travailler entre le système et les tickets ordinaires. Parce qu'il y avait des étudiants qui avaient devant lui certains tickets qu'il fallait justement juguler. Et ils ont fait une économie de plus d'1 million 600 000 plats. Ça fait combien en gros en CFA? En CFA, si on va sur la base du CFA, on n'est pas loin de 1 milliard. 1 milliard. Ouais. On n'est pas loin de 1 milliard. Et cette économie a été faite de novembre au 31 juillet 2017 au 31 juillet 2018. D'accord. Alors vous êtes attributaire du marché, vous avez fait la phase test, le projet il est concluant, mais au finish, c'est un autre prestataire qui a été retenu. Est-ce qu'il y a eu un autre appel d'offres? À ma connaissance, je ne crois pas. À ma connaissance, je ne crois pas. Parce que lors de nos... En fait, pour dire que la première phase que nous avons s'est très bien passée et les résultats sont très probants. Et je sais qu'au moins sur les 3 années que nous avons exercées, les SONU a pu au moins économiser au plus bas mot 7 milliards de francs CFA. Et parce que, vous voyez, le système était fait de telle sorte que à la fin de chaque année, il fallait qu'on demande encore une rallonge budgétaire. Parce qu'on s'est dit que le budget qui nous a été alloué n'était pas suffisant. Et comme on connaît un peu le domaine sensible, les étudiants, on ne peut pas s'amuser à ça. Donc, ces raccords budgétaires étaient chaque fois accompagnés. Mais depuis que nous avons mis en place le système, il n'y a plus de rallonge budgétaire. Les plats étaient complètement suffisants. Les restaurants qui s'ouvraient de 11h à 13h avant, et là aussi il fallait se lever très tôt pour au moins espérer avoir un plat. On a vu des étudiants qui partaient s'aligner devant les restaurants à partir de 8h dans l'espoir d'avoir un plat, alors que le restaurant s'ouvre à 11h. Avec notre système, tout ça a été jugulé. Le restaurant même pouvait aller jusqu'à 14h, de 8h, de 11h à 14h. Et les étudiants mangeaient allègrement, sans problème. Et tout ce qui est comme gestion était vraiment assez saine. Oui. Alors, oui, juge va. Oui, moi j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt, mais en même temps je regarde l'article que j'ai devant moi concernant Bobo Dioulasso. On parle de la digitalisation en marche pour une bonne prise en marche en charge des étudiants. Et on parle d'une plateforme, et c'est la plateforme de, je vais trouver le nom, c'est la plateforme de Campus Faso. Donc, moi je suis vraiment surpris. Vous dites, vous travaillez d'abord sur c'est-à-dire que vous faites une étude qui est concluante, on vous accompagne, vous travaillez sur une phase test, et ça commence où? À Koudougou. Ou c'est où? La phase à Fadangoulma. À Fadangoulma, c'est ça. Elle est tellement concluante qu'on vous dit d'élargir ça à d'autres villes. Ça, on est tous d'accord. Vous continuez jusqu'à ce que vous fassiez même des économies de près de 7 milliards. Et c'est le demandeur de vos services, c'est-à-dire c'est nous, le ministère, qui vous reconnaît cette prouesse-là. Absolument. Mais au lancement, en tout cas, à Bobo Dioulasso, nous on a vu plateforme Campus Faso. Alors que vous êtes attributaire du marché après appel d'offres ouvert. C'est ça. Moi, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Vous vous êtes fâché à un moment donné? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Cactus, qui a fait tout ça jusqu'à maintenant, on va ouvrir? Quand ça devait être lancé, vous ne saviez même pas. Nous avons appris, comme vous, sur les réseaux sociaux, ce projet qu'ils ont surnommé digitalisation des restaurants universitaires, avec un autre prestataire, à travers la plateforme Campus Faso, qui est une plateforme, je dirais, d'inscription en ligne, cycle académique, a dit qu'il y a eu une précipitation un peu dans ce domaine. Nous avons presté jusqu'en 2017 jusqu'à 2020, sans problème.
on y était parvenu à éliminer tout ce qui est comme ticket ordinaire, utilisé par les étudiants. Le système a prouvé ses preuves. Le bilan est là, on peut le voir, c'est très probant. Nous avons déployé tout un système au sein du CNU avec 80 000 étudiants qui portent nos cartes. 80 000 porteurs de nos cartes. C'est les cartes que vous avez là? C'est les cartes que nous avons. Et nous avons distribué 80 000 cartes. Si ce système ne marche pas, je pense qu'on n'allait pas quand même atteindre ces nombres. À dire que l'ensemble des étudiants étaient déjà enrôlés dans ce système. Et ça fonctionnait très bien. Nous n'avons pas compris vraiment l'attitude du ministère de l'enseignement parce que, tout simplement, ils n'ont pas voulu peut-être continuer l'aventure peut-être avec nous. Ils n'ont pas voulu peut-être encore progresser ou bien perforer et rendre le système beaucoup plus performant. Je me dis peut-être qu'ils ont trouvé le moyen tout juste de pouvoir continuer avec... sinon, rien n'explique que ce système soit arrêté. Donc vous voulez nous dire qu'il n'y a eu aucune correspondance pour vous dire que votre système n'est plus bon, il n'y a pas eu un échange pour vous dire on n'est pas satisfait de vous, donc on va changer? Nous n'avons jamais reçu une correspondance mettant en cause notre plateforme. Nous n'avons jamais reçu une correspondance d'une plainte quelconque. Nous n'avons jamais été associés à ce système. Vous voyez là où le bas blesse, je vous ai dit en tant que nous avons pu déployer le système sur l'ensemble des restaurants, il fallait maintenant contractualiser le second volet, qui est la phase du service après-vente. Ce volet fut l'objet d'une discussion. Okay. Et nous avons fait des propositions de montant. On s'est accordé sur ce montant parce que quand ils ont fait la proposition, ils ont mis en place un comité interministériel. Avec qui? Soyez précis. Vous êtes accordé avec qui? C'est le CNU, c'est le ministère? Non, je vous explique. Le CNU a mis en place un comité d'abord, en mars 2019, pour justement examiner le volet service après-vente. D'accord. Avec nos propositions que nous en avons faites. Ce comité, justement, a pris tout son temps, de mars jusqu'au mois de juillet, ils n'ont pas pu délibérer. Et nous ne pouvons pas continuer à presser dans l'illégalité, parce que c'est notre responsabilité qui est engagée, et nous ne sommes pas couverts. Nous avons dû demander au CNU vraiment notre volonté de suspendre. Tant que vraiment. Par courrier ou c'est de façon verbale? De façon par courrier, on les écrit. Tout ce que je sentais vous dire, c'est par courrier. Nous avons adressé un courrier pour leur dire écoutez, il faudrait que nous passions à la phase contractualisation parce que nous y travaillons sans un contrat, ce qui n'est pas normal. Depuis plusieurs années, sans contrat? Sans contrat. Alors, ils ont trouvé bon, finalement le comité n'a pas pu siéger et c'est ce qui nous a mené devant le ministre de l'enseignement à son cabinet où on a été réunis avec les responsables du CNU, les responsables du ministère de l'enseignement. Finalement, on s'est entendu sur un montant de prestations intellectuelles. Parce que la première proposition, ils ont trouvé que c'était assez cher. Donc nous avons réexaminé et nous avons fait la proposition concrète. Et cette proposition a été entérinée par le conseil d'administration qui a dû délibérer sur la passation d'un marché pour la signature de ce contrat. D'accord. Ce délibéré, on l'a, qui a été depuis le 25 novembre 2019. Et la direction du CNU a trouvé bon de ramener encore cette délibération pour demander l'avis de la direction des affaires monétiques et financières du ministère de l'économie et des finances, qui a aussi validé justement ce délibéré. Et jusqu'au là où je vous parle, le CNU refuse catégoriquement de signer justement ce contrat. Nous avons passé pendant 2 ans, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, sans aucun problème. Mais on ne peut pas continuer 2 ans, 3 ans sans avoir un seul contrat. Mais malgré tout ça, nous avons continué parce que nous connaissons un peu la sensibilité dans ce domaine. Un arrêt et tout est... c'est un arrêt et tout peut sauter.
nous avons continué à prester tout en négociant avec le CNU de bien vouloir signer notre contrat. Mais je pense qu'ils avaient d'autres idées ailleurs. C'était peut-être pour aller avec d'autres prestataires, comme ce que nous avons constaté aujourd'hui. Bon, moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a même un appel d'offres. Vous êtes attributaire. Maintenant, même pour avoir un contrat dans ce cas de figure, ça pose problème. Ça pose problème. Mais qu'est-ce que vous décidez à la fin? Parce que vous avez presté pendant des années. Bon, finalement, vous voyez, nous avons notre conseiller qui nous suit et qui est aussi au courant de ce dossier. Bon, je pense que nous lui avons confié justement le dossier pour qu'il voit exactement ce qu'il y a à faire. Parce que nous sommes passés par la phase de négociation qui finalement n'a pas abouti. Je pense que nous avons, quand le CNU a commencé à manifester des signes de changement de tactique, nous avons contacté le ministre à 2 reprises, je dirais même à 3 reprises, pour le mettre au courant des velléités du CNU par rapport à ce projet. Et je sais qu'à l'époque, le ministre nous a conseillé de revoir le CNU et s'ils doivent arrêter, qu'ils nous payent ce qu'ils nous doivent avec les dommages et intérêts et qu'on s'arrête là. Nous avons rapporté l'information à la direction du CNU qui nous a juste répondu: écoutez, monsieur, le ministre n'a pas d'instruction à nous donner, nous n'avons pas de contrat avec vous, on ne sait pas ce qu'on doit vous payer. Mais je dis, mais écoutez, j'ai tombé l'une. Le conseil d'administration vous a autorisé justement à finaliser ce contrat. La direction des affaires monétiques et financières vous a aussi autorisé. Je ne vois pas ce qui vous bloque. C'est là où, justement, en réunion avec la direction, le DAF qui s'insurge et qui dit non, madame, si vous payez la facture de Cactus, c'est vous qui allez répondre. Il dit, mais comment ça? Pour répondre de quoi? Vous avez toutes les autorisations nécessaires. Vous avez toutes les autorisations nécessaires. La facture a été discutée. La facture a été acceptée. Il y a un délibéré qui vous autorise de passer le marché. Mais je ne vois pas encore pourquoi. La dame, si elle paye, parce que c'était Madame Batiano comme directrice du CNU à l'époque, j'ai dit, mais madame, je ne comprends pas. Et le DCBF aussi qui enchaîne pour dire non, nous on ne peut pas payer cette facture. Alors on va vous payer un certain montant. Il dit, mais pourquoi? Il dit, bon, écoutez monsieur, c'est à prendre ou à laisser. Un team vaut mieux que 2 tu l'auras. Donc automatiquement nous avons compris que bon, c'est dans une logique où vraiment on risquait d'avoir tous les 1000 problèmes du monde. D'accord. Juge Bougma, pendant de tout ce, parce que quand vous écoutez, à un moment donné, vous vous perdez. Parce que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que le marché a été résilié? Est-ce qu'il a été notifié une quelconque défaillance? Ou bien c'est vous également qui avez pris l'initiative de je ne sais pas moi, parce que je n'arrive pas à comprendre que pour une initiative commencée de façon informelle depuis 2012, qui est arrivé à porter des fruits, 80 000 étudiants qui détiennent effectivement la carte, la plateforme marche, donc la dématérialisation demandée est en marche, il y a eu des économies qui ont été effectivement faites et après on en arrive là. Mais moi la question que je voudrais vous poser, mais durant tout ce temps là, est-ce qu'à un moment donné vous avez continué la collaboration ou vous avez pensé à suspendre un temps soit peu? Parce que si vous n'êtes pas payé, vous avez une entreprise également qui doit vivre. C'est la question que je pose. Oui, nous n'avons pas voulu arrêter la collaboration et effectivement l'entreprise doit vivre. Mais nous avons bien voulu continuer cette prestation parce que justement il y a eu des promesses de paiement. Nous avons des documents qui disent qu'effectivement votre facture sera payée. Donc nous sommes dans cette attente de la facture. Mais nous avons toujours continué à prester. Dans la mesure où en 2019-2020, le CNU nous a passé des commandes, on avait un contrat avec eux qu'il fallait honorer pour la rentrée 2018-2019. Et ce contrat, c'était une commande de matériel, c'était un contrat justement d'assurer au moins la connexion Internet que nous assurons pendant une année. Donc on avait obligation au moins d'y aller avec eux. Mais c'est pour la rentrée académique 2020-2021
que véritablement tout s'est éclairci. Parce que je sais qu'entre-temps, quand ils ont ouvert les 5 autres villes universitaires, à savoir Manga, Dori, Tenkodogo, Ziare, Banfora, une autre ville que j'oublie, Tenkodogo, on a demandé au CNU de le couvrir par l'informatisation, comme ce que nous avons fait avec les villes précédentes. Et là, nous les avons écrits officiellement et nous avons donné le programme de passage justement pour la couverture de ces villes. Et là, nous avons reçu une correspondance qui dit non, écoutez monsieur, vous ne pouvez pas y aller, c'est à votre risque et péril. Il dit mais madame, vous nous avez en temps adressé une correspondance nous demandant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'année académique 2019-2020. Et nous avons pris toutes ces dispositions. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires dans l'objectif justement de couvrir toutes ces villes. Et à notre grande surprise, on entend que c'est en un premier temps Orange Money qui est en train de presser dans ces villes. Nous n'avons fait que constater, effectivement par un huissier, effectivement que Orange est en train de déployer une autre solution dans ces villes. Nous avons manifesté et nous avons continué à travailler. Mais finalement, c'est comme Bernard le dit, c'est incompréhensif. Nous n'avons jamais reçu une notification qui met fin au marché. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là, il y a du matériel qui avait été acquis pour justement dérouler la seconde phase. Où se trouve ce matériel-là? Effectivement. Ça veut dire que dans l'élaboration de ce projet, un certain nombre, c'est-à-dire le CNU devrait être par la suite propriétaire, en fait, gestionnaire à 100% de la plateforme, de son système. Il y a du matériel qui a été acquis, tel que des serveurs, sur lesquels la plateforme devrait être installée et paramétrée. Il y a des terminaux de paiement qui ont été acquis, ou justement pour le compte du CNU. Et je vous assure que même il y a des imprimantes de confection de ces cartes qui ont été acquises. Il y a des embosseuses qui ont été acquises. Et tout ce matériel, à l'époque, le CNU ne disposait pas d'une salle adéquate pour abriter tout ce matériel. Alors le comité nous a demandé de loger ce matériel chez nous, quitte au CNU de se préparer pour justement reprendre le matériel. Et c'est ce qui a été fait. Le matériel est fonctionnel. Pour le compte du CNU, ils ont accès à la plateforme et ils peuvent vérifier toute opération qui décide sur la plateforme. Et par la suite, nous avons adressé une correspondance pour leur dire, écoutez, préparez votre salle pour que nous puissions justement vous transférer votre matériel. Et ça, c'était par correspondance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais reçu une réponse pour dire, écoutez, la salle est prête, vous pouvez l'amener. Donc le matériel, tout le dispositif, tout ça est chez vous. L'investissement que le CNU a fait, qui concerne les serveurs, sont présentement chez nous. Mais les terminaux de paiement sont justement dans les différents points de vente. D'accord. Voilà. Donc, pour le moment, le serveur est hébergé dans des conditions. Vous savez, un serveur doit être dans des conditions normales. Et c'est parce que le CNU ne remplissent pas ces conditions normales que le serveur est présentement chez nous. Donc, pour dire que. Bon, je ne comprends pas. Il y a de l'investissement qui est fait parce qu'on sait que pour ce type de solution, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La preuve, vous avez commencé à travailler, c'est quoi, depuis 2012 oui. Pour qu'à un moment donné, on voit clairement au regard des études que ça peut être bon. On fait une phase pilote, c'est bon, on essaie d'élargir petit à petit, donc ça prend du temps. Maintenant, jusqu'à 2019-2020, vous continuez de bosser ensemble et puis on sort une plateforme de digitalisation en un rien du temps et puis ce n'est pas vous. Moi, je me demande comment les autres là, ils ont travaillé. C'est pour ça que vous parlez de plagiat alors ou bien ils travaillent sur vos installations. Qu'est-ce qui se passe? J'ai lu un peu sur les réseaux sociaux ce qui a été écrit et quand on le regarde, je pense qu'il y a une précipitation quelque part parce que nous avons rencontré le ministre en octobre 2020 pour effectivement lui soumettre nos doléances et demander son appui pour que nous puissions justement sortir de cette crise par la signature justement de nos contrats et par le paiement de nos factures. Alors,
En octobre 2020, je peux vous dire que, vous voyez, j'ai été contacté justement par un autre prestataire d'une nationalité sénégalaise, d'une structure qu'on appelle Vivialise, et qui était de passage au Burkina Faso, et qui me contacte par la suite pour dire que, bon, écoute, je viens de sortir d'une audience avec le ministre, et qu'il s'agit de faire une mise à jour de votre plateforme. Il dit, mais comment ça? Oui, il me dit, oui, c'est vrai, parce que le ministre trouve qu'il y a trop de problèmes avec vous, et que, bon, voilà, c'est comme pas réalisable, quoi. Il dit, ça, tu me surprends. Il dit, bon, dans ce cas, fais-moi un rapport de votre entretien que tu as eu avec le ministre, pour que je puisse comprendre exactement de quoi nous sommes reprochés. Effectivement, il m'a fourni le rapport avec de leur entretien que j'ai avec moi, et il ressort sur ce rapport des points dont nous n'avons jamais été contactés, juste donné en octobre 2008, en octobre 2020. Alors qu'en ce moment, on est en train de préparer la rentrée académique 2020-2021, qui est présentement en cours. Et on a adressé un certain nombre de propositions d'amélioration au Centre national des œuvres universitaires, pour les dire, effectivement, la technologie évolue, nous pouvons encore faire un plus, parce que c'est une plateforme en permanence, en mouvement, donc nous pouvons encore faire un peu plus. Des propositions ont été faites, et on est en train de discuter justement pour des systèmes d'amélioration performantes, ou qui va satisfaire tout le monde. Et ce monsieur vient me voir, je dis, bon, ça je ne comprends pas bien, je ne comprends pas l'attitude, parce que rien ne nous a été reproché. Et le monsieur est parti, bonnement, il a repris son avion. Donc, finalement, quand ils ont lancé justement la partie digitalisation, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais écoute, j'ai compris finalement que tu as dû travailler sur le projet. Il m'a tout le monde dit, bon écoute, je l'ai fait, mais je n'ai pas de compte à te rendre. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je prends acte. Là maintenant, nous avons la certitude qu'il y avait une volonté manifeste d'écarter Cactus du système de gestion des restaurants universitaires. Donc aujourd'hui, votre plateforme ne marche plus? La plateforme, elle marche. Elle est disponible, elle marche. Oui, mais est-ce que des étudiants continuent d'utiliser vos cartes pour aller au restaurant? En octobre, dès la rentrée académique 2020-2021, nous avons commencé à tester. La plateforme marche très bien. En temps, nous voyons que les étudiants n'utilisent plus la plateforme. En temps, on voit qu'ils ont demandé le rapatriement des terminaux de paiement à Ouagadougou. En temps, on voit qu'ils ont fait sortir encore des tickets. Des tickets courants. Donc, ils sont revenus au ticket ordinaire. Et comme quoi, les tickets sont produits ici, au Burkina. D'accord. Alors, mais moi, ce que je veux savoir maintenant, bon, finalement, vous dites qu'il y a un conseil qui vous suit, parce que je tombe sur une correspondance en date du 22 juillet 2019 où vous présentez avec pour objet préavis de suspension de prestations. Vous écrivez pour suspendre vos prestations. Ensuite, il y a une réponse qui demande de poursuivre. Alors, exactement. Et là, je termine par ça. Je voudrais également attirer votre attention sur les ampliations que vous faites des correspondances que vous adressez aux CNU, notamment aux coordinations des délégués des cités, aux associations étudiantines. Toute chose qui est de nature à troubler la quiétude qui provoque dans les campus et cités universitaires. Alors, vous n'êtes pas payé, vous faites préavis de suspension, mais en même temps, vous donnez ampliation à des gens dont on vous reproche de ne pas pouvoir faire. Vous voyez, dans ce système, quand nous avons commencé à travailler, il fallait d'abord le consentement de ces étudiants. Okay. Nous avons mis en place un comité qui regroupait toutes ces organisations. Ils ont participé aux différents échanges. Okay. Nous avons fait 2 fois la tournée dans chaque ville universitaire. Et ces mêmes étudiants ont contribué justement à convaincre leurs camarades, à demander à leurs camarades leur adhésion complète à ce système. Nous avons des rapports qui ont été signés par ces mêmes structures qui prouvent leur adhésion au système. Parce qu'ils nous ont juste réclamé la garantie
de ne pas toucher déjà à leurs acquis. Si leurs acquis sont conservés, alors ils sont partants. Et nous avons expliqué d'une manière procédurale, d'une manière assez simple, comment fonctionne le système. Parce que vous savez, le système, nous avons juste regardé un peu comment fonctionnait les restaurants universitaires. Vous savez que les étudiants, ils avaient droit à 3 repas par jour. 3 repas par jour. Et ils avaient droit aussi à un rechargement de 7 000 francs dans le mois. Où ils avaient droit justement à un certain nombre de tickets qui ne dépassaient pas les 7 000. Alors, qu'est-ce qu'il fallait arriver justement à implanter ce système, mais d'une manière très efficace. Bon, malgré tout, parce que comme c'était manuel, il n'y avait pas de souci. Les étudiants, ils pouvaient prendre le nombre de plats qu'ils voulaient, dans la mesure où il y a des plats même qui se sont retrouvés dans des manifestations ici, des plats qui sont sortis des restaurants universitaires, on en connaît un peu. Mais nous, on leur donne la garantie comme quoi, non, ça sera préservé. Et nous avons travaillé sur le système de telle manière que, premièrement, tu ne peux pas dépasser 3 plats par jour. Tu ne peux pas, justement, dépasser 7 000 francs, même si tu as 10 000 ou 20 000 francs sur ta carte, que tu l'as rechargée le mois. Et tu ne peux pas aussi, justement, dirais-je, dépasser justement, aller jusqu'à 4 ou 3, c'est pas possible. Le système même t'empêche. Quand tu introduis ta carte pour un premier plat, c'est accepté. Un deuxième plat, c'est accepté. Un troisième plat, c'est autorisé, mais c'est à tes risques et périls. Pourquoi? Parce que quand vous prenez 3 plats dans le mois, 3 plats par jour dans le mois, ça vous fait 60 plats, alors qu'ils sont autorisés à prendre 70 plats. Donc il y a 10 plats qui flottent. Vous comprenez? Donc, mais nous avons fait des tests qu'il y a des jours où tu peux aller jusqu'à 3 plats. Mais tu ne pourras pas dépasser la somme de 7 000 francs de rechargement sur ta carte. D'accord. Alors, M. Traoré, quand on vous écoute, alors, au niveau de l'efficacité, c'est prouvé, la plateforme, elle marche très bien. Sur le plan procédure, vous êtes passé par toutes les étapes. Finalement, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est la tête de M. Traoré qui ne plaît pas? Finalement, on peut quand même penser à ça parce que on ne comprend pas l'attitude. Peut-être c'est ça, ou peut-être que, je ne sais pas, nous sommes en train d'enquêter sur des intérêts d'autres personnes, on n'en sait pas. Ça, c'est vraiment, on se pose cette même question, ça nous taraude un peu l'esprit. Si vous avez une plainte en justice? Pour le moment, mon conseil a introduit justement une demande de paiement de notre facture de 2018-2019, justement au niveau de la justice. Vu l'attitude de ce nous avons épuisé pratiquement tous les recours. Nous avons négocié vraiment, nous avons vraiment supplié le CNU de régler cette facture avec toutes les autorisations qu'ils ont. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent cette facture n'est toujours pas payée. Donc, je pense que c'est la seule procédure. À cette étape-là, oui. Vous n'êtes pas encore à l'étape de la procédure judiciaire, mais c'est déjà votre avocat qui prend le dossier, qui demande le paiement. Je demande simplement le paiement pour l'année 2018-2019. On ne parle même pas encore de 2019-2020, parce que nous avons pressé aussi dans ce sens. Ça aussi, ça va venir. On s'est dit, parce qu'il faudrait quand même qu'ils essaient de nous régler. On ne peut pas travailler 2 ans sans contrat, sans paiement. Et les serveurs, vous allez en faire quoi? Bon, on attend. C'est vrai que ce sont les serveurs du CNU, mais qui sont dans vos locaux. C'est ça. Les serveurs du CNU sont dans nos locaux d'une manière très justificative parce qu'ils n'ont pas les conditions nécessaires. Si aujourd'hui le CNU décide de mettre en place leur salle serveur, parce qu'une salle serveur, ça doit être équipée en énergie, en connexion et en câblage réseau, ça doit être équipé. Mais si aujourd'hui le CNU dit, écoutez, amenez nos serveurs, nous sommes prêts à les choses. D'ailleurs, nous avons les avoirs de CNU correspondants pour dire que nous sommes prêts à apporter vos matériels dans vos locaux. Alors, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, vous avez peur parce que vous avez investi, vous n'arrivez pas à rentrer dans le fonds, vos employés, comment vous faites justement pour les gérer? Aujourd'hui, quelle est votre inquiétude? L'inquiétude pour nous, c'est de ne pas être payé. Parce que là, j'ai pris beaucoup d'engagements auprès des institutions financières. J'ai pris des engagements auprès de mes partenaires internationaux, français et sénégalais. J'ai beaucoup investi justement dans ce projet et je me dis que je ne suis pas
irremplaçable. Là, si le CNU peut-être a trouvé une solution mieux, comment est-ce que ce qui est comme base soit réglé et que s'ils veulent justement aller avec un autre prestataire, nous n'avons pas d'objection. Mais que ça se fasse dans les règles de l'art. Que ça se fasse dans les règles de l'art. Donc, l'inquiétude y est. Parce que je suis chef d'entreprise et j'ai des employés qui risquent vraiment de se retrouver au chômage tant que vraiment ce processus n'est pas payé. D'accord. Alors, monsieur le juge, nous sommes presque au terme de cette émission. Nous allons permettre à chacun de donner un jugement par rapport à ce que nous avons eu comme argument. Nous allons commencer avec vous, juge Bougma. Alors, un entrepreneur local, on parle de valoriser l'expertise locale, ce qui est fait. Au regard de ce qu'on a comme argument, il y a de quoi s'inquiéter. En tout cas, de quoi s'inquiéter, ça me renforce dans l'idée que j'ai toujours dit que nos problèmes ne viennent pas d'ailleurs, c'est nous-mêmes. Et on a des solutions aussi endogènes. On a des Burkinabés capables de faire des choses, je dis bien extraordinaires, pour qu'on ne leur demande. Et parfois, le sacrifice qu'on leur demande va au-delà de ce qu'on pourrait demander à d'autres qui vont venir ici avec costard cravate pour nous embrouiller, parfois pour un travail de l'à peu près. Ceux qui sont dans la prestation intellectuelle et d'autres le savent. Ils savent de quoi je parle. Mais en même temps, bon, la question qu'on se demande, c'est quoi? Alors qu'ailleurs, c'est ce qui marche. C'est une expertise locale qui a fait ses preuves et puis c'est bon. Et si ce n'est pas bien aussi, je pense il faut le dire. Mais il n'a pas été notifié qu'il ne fait pas bien le travail, il ne respecte pas les engagements, il est. Donc, en fin de compte, la question que vous posez, c'est finalement, qu'est-ce que nous voulons? Donc, ça c'est de l'argent qui n'est pas encore payé, qu'il va falloir éponger, payer. Et ensuite, on engage un nouveau prestataire, peut-être avec d'autres conditions, peut-être plus, qui va demander plus d'argent ou moins d'argent, c'est selon. Ça peut être d'une qualité supérieure à l'offre de Cactus, oui, il n'y a pas de problème, mais même si c'est ça, même comme il a dit, bon, on rend le contrat et puis on passe à autre chose. Dans le marché du BTP, il y en a qui ont pris des routes qui n'arrivent pas à gérer. On voit ces routes-là qui sont là. Mais tout le monde sait que ce n'est pas possible. Mais ici, la plateforme, en tout cas, je n'ai pas encore vu une plainte qui dit que la plateforme n'est pas ci, n'est pas ça. Lui-même, il a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a un ministère des enseignements secondaires supérieurs. On a le CNU également qui doivent nous expliquer qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive effectivement à là. Donc, on va vous dire d'entreprendre. Vous allez entreprendre, mais vous allez voir également ce qu'il y a comme parcours de combattant dans ce giron-là. Donc, il va falloir également qu'à un moment donné, on arrête de nous flatter puis se dire la vérité par rapport à ce qu'on veut réellement pour le Burkina Faso. Est-ce qu'on a une expertise, oui ou non? On veut ou on ne veut pas? D'accord. Juge Va. Oui, moi je m'aligne sur ce que disait tout à l'heure Bernard Bougma, parce que quoi qu'on dise, avant de recevoir le convoqué du jour, on a pris le soin d'avoir une pile de documents, parce qu'on s'est dit, si on veut entendre quelque chose, il faudrait au moins que ça pèse et qu'il y a du sérieux. On a eu la pile de documents et cela a suscité chez nous beaucoup de questions. Je pense que c'est pour cela qu'on l'a convoqué aujourd'hui et on l'a entendu sur beaucoup de choses. Moi je ne comprends pas que quelqu'un qu'on dise peut-être aujourd'hui, et c'est ce que je pense, parce que quand vous allez à une alternative, ça veut dire que la première solution n'est pas forcément bonne pour vous. Dans ce cas de figure, lorsque la personne même vous met la pression d'arrêter, vous ne lui dites pas de continuer. Ça veut dire que vous êtes satisfait du travail qui est fait. Deuxièmement, parce qu'on a tout ici, hein, vous avez vous-même écrit qu'il est performant et qui vous a permis de faire des économies de l'ordre de milliards. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'exécuter la chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Le minimum. Et ça encore, c'est-à-dire, il y a plein d'étapes. Vous vous dites non, on ne va pas faire du gré à gré, ce qui est normal, on va ouvrir le marché. On ouvre le marché avec beaucoup d'autres personnes, vous lui donnez le marché. Parce que vous avez déjà commencé à travailler ensemble, vous savez un peu la capacité. Donc, le stade où on en est aujourd'hui, c'est à ne rien comprendre. Je pense que même quand on ne peut pas arranger quelqu'un, le minimum, faut pas lui créer de problème. Donc, ce qu'il a fait avec vous, ce que vous avez convenu de payer, c'est l'État payé. Ça, c'est une réalité. Et même sur le système, on ne peut pas comprendre qu'on vienne nous vendre une dématérialisation, une digitalisation, alors qu'il n'y a même pas longtemps décidé de faire revenir des tickets. Alors que les tickets, on sait comment ça fonctionne. Et maintenant, c'est même plus imprimé à l'extérieur, c'est imprimé ici. On sait ce que ça fait, ça vaut. Donc, qu'est-ce qu'on veut clairement? Qu'est-ce qu'on veut de façon très claire? Puis le ministre, il dit quoi dans cette affaire?
Moi, c'est autant de questions que je me pose. Et puis, je pense que quand on échangeait, vous avez été décoré il n'y a pas longtemps. Exactement. Suite à nos travaux que nous avons menés, nous avons été décorés justement au mois de décembre passé, et sur la base des performances quand même que nous avons. Bon, c'est toute la contradiction, toute la contradiction dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense que ça, quand on veut, on se dit qu'on veut, pour terminer sur ce que Bernard disait, quand on dit qu'on veut encourager l'entrepreneuriat burkinabé, on veut encourager les entreprises locales, je pense qu'on ne se comporte pas forcément comme ça. D'accord. Pour moi, il faut peut-être aussi que le ministère ou le CNU qui nous écoute vient nous donner aussi sa part de vérité, parce que c'est ça aussi le tribunal de l'actualité. D'accord. Alors, vous l'avez dit, notre convoqué du jour a déroulé son argumentaire, il a amené suffisamment de pièces à conviction, mais vous l'avez dit, l'esprit du tribunal, c'est d'avoir en tout cas une vision plurielle de ce qu'on a comme opinion. Aujourd'hui, nous avons eu sur notre plateau Ludovic Traoré, ingénieur d'État en électrochimie, option automate programmable, administrateur de Cactus Technologies. Vous estimez que la plateforme qui a été lancée pour la digitalisation, en tout cas des restaurants universitaires, pose problème parce que vous êtes en contrat avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur qui n'est pas respecté. Des noms ont été cités, on parle du CNU, on parle du ministère en charge de l'enseignement supérieur, on parle aussi du Minefid qui a justement exprimé le besoin. C'est des personnes que nous pouvons convoquer sur ce plateau pour avoir d'autres lectures en tout cas sur cette situation. Merci d'être passé. Merci aussi messieurs les juges. On se rend rendez-vous demain pour la même chose à faire, c'est-à-dire porter un regard critique sur l'actualité, mais en attendant rester fidèle au programme des médias leaders True TV et Watt FM.